Bonsoir, monsieur, bienvenue, Babylé Mono. Vous êtes sur TV Kimbaseke ce soir. Nous voulons un peu mieux vous connaître, un peu, si vous pouvez nous détailler en quelques lignes qu'est-ce que vous êtes, voilà, qu'est-ce que vous faites, voilà. Merci. Qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Merci, chers amis de TV Kimbaseke. D'abord, je vous félicite pour votre engagement dans le monde des médias. Et surtout, je vous encourage pour que vous ne vous arrêtez pas en cours de route. Voilà. Je suis bienvenu Babylé Mono. Je suis secrétaire général du Mouvement pour l'unité et le développement du Congo, en sigle MUDC. Je suis un acteur politique de Congo-Brazzaville et je suis actuellement en France, donc, et je suis donc bien connu sur le milieu de la diaspora congolaise en France. Voilà. Voilà, donc, on a dit hier, c'était les printemps arabes. Aujourd'hui, on dit que ce sera l'hiver noir, l'hiver africain. Qu'est-ce que vous pensez à tout cela? Écoutez, c'est une bonne question. Le monde change. Le constat général, c'est celui-là. Le monde change. Et, bon, comme l'a dit le printemps arabe, bon, c'est bien de dire printemps arabe, c'est vrai, mais le printemps démarre quand même en Tunisie. Et je voudrais quand même vous faire remarquer que la Tunisie, c'est bien en Afrique. Donc, il était normal, plus ou moins prévisible, même je dirais, que cette situation-là arrive aussi dans la partie de l'Afrique noire, pour être plus précis. Et jusqu'à présent, l'Afrique était restée un peu amorphe. Et grâce donc à ce qui se passe en RDC aujourd'hui, la mobilisation internationale qui a pris naissance avec le mouvement qu'on appelle communément aujourd'hui les combattants, et qui a gagné, finalement le mouvement a gagné le monde entier. Et je pense que c'est un réveil général de l'Afrique qui démarre dans la RDC. Parce que, comme vous le savez, la RDC, c'est 4 fois la France, c'est un demi-continent, disons. Et quand la RDC s'éveille, il y a de fortes chances que toute l'Afrique s'éveille. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de constater qu'aujourd'hui, les jeunes de la RDC, ou du moins d'origine RDC, nés en France, prennent conscience du fait que leur pays regorge énormément de richesses, et que ici en France, où ils sont nés d'ailleurs, ils sont souvent marginalisés, rejetés. Et je pense qu'ils ont compris que leur avenir, c'est peut-être vers leur pays qu'ils devront le chercher. D'où l'intérêt, l'engouement que nous observons aujourd'hui, de voir que même les jeunes gens de 15, 16, 20 ans, qui n'ont jamais parfois mis pied en RDC, tout le monde se mobilise pour faire en sorte que les changements s'opèrent dans leur pays, c'est-à-dire en RDC. Et moi, comme vous le savez, je suis de Congo-Brazzaville, donc juste à côté. Nous observons ce mouvement avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, parce que nous savons que le jour où la RDC impulse, si vous voulez, le tempo, eh bien, le Congo-Brazzaville immédiatement prendra un peu, si vous voulez, par mimétisme, on risquera de faire exactement la même chose. Et le mouvement risque de s'étendre comme ça sur toute l'Afrique. Donc, c'est un mouvement encourageant, parce que ce n'est pas un mouvement qui s'arrête à la RDC, c'est un mouvement qui concerne toute l'Afrique. Voilà pourquoi, pour nous, c'est essentiel de suivre ça de très près. Voilà. Voilà, donc bienvenue à Babylé Mono. Qu'est-ce que vous pensez sur l'implication de la communauté, de cette fameuse communauté internationale et ces lobbies internationaux? On a vu la situation actuellement qui prévaut à RDC. On a parlé de fraude massive, des tricheries dans les élections du 28 novembre, mais tous ces observateurs disent que malgré ces tricheries, ces fraudes massives, mais ces tricheries ne sont pas susceptibles de changer lors des classements, donc ne mettent pas en cause lors des classements. Bon, c'est vrai que on peut quand même dire qu'il y a une politique africaine qui surprend tout le monde. Disons que la communauté internationale fait preuve un peu de, comment on peut dire, c'est souvent des choix à géométrie variable quand il s'agit de l'Afrique. Parce que c'est vrai qu'on a pu voir l'intérêt que la communauté internationale a accordé sur les élections en Côte d'Ivoire. On a vu aussi comment la communauté internationale s'est levée pour dire que M. Kadhafi bombardait son peuple et qu'il fallait absolument empêcher cela.
Et en même temps, il y a le discours qui est tenu, c'est de dire on veut la transparence électorale, on veut la démocratie en Afrique et tout cela. Bon, mais curieusement, c'est vrai que lorsque nous observons aujourd'hui la situation de la RDC, on a le sentiment que la communauté internationale, notamment les États-Unis, la France et même peut-être l'Angleterre, sont plus ou moins timides. En tout cas, on les sent je dirais même frileux, quant à prendre clairement position sur la situation RDC, malgré le fait que partout dans le monde, la diaspora de la RDC bouge, hein, et on le voit bien. Parce qu'il y avait même la commission Carter qui avait fait cette analyse. Il y a même l'archevêque du Congo, cardinal Mosengo, qui avait dit, qui avait vraiment mentionné ça, que vraiment, lors du classement Sepata, donc c'était vraiment les docteurs qui avaient vraiment remporté les élections. Bon, la communauté internationale, je dirais, pêche aujourd'hui parce que il y a une chose qu'il faut savoir. Par exemple, parlons un peu clairement de Obama, par exemple. Les Américains, donc l'administration Obama, considèrent que il faut passer vers les jeunes. Hein, c'est-à-dire que, bon, l'Afrique a 50 ans d'indépendance, comme vous le savez, et aujourd'hui, il faut penser plutôt à une nouvelle génération qui monte, qui arrive aux affaires. Et malheureusement, pour la RDC, celui qui est là, évidemment, Kabila, il est jeune, il a 40 ans. Et en face de lui, il a M. Tshisekedi, qui est un vieux de la vieille, comme on dit. Il a 79 ans aujourd'hui. Et donc, je pense que le calcul d'Obama, en tout cas pour parler d'Obama, c'est de se dire, pourquoi revenir en arrière? C'est-à-dire, alors qu'il y a une jeune génération qui prend le relais, là, comment expliquer qu'on fasse un pas en arrière, comme pour dire encore que, bon, on encourage les vieilles générations à revenir. Mais, le problème de la RDC, il est différent. Parce que le jeune, Kabila, il a beau être jeune, mais le problème, c'est que ça fait quand même déjà 10 ans au moins qu'il est là. Et ensuite, il y a quand même un doute qui n'a jamais été levé sur sa nationalité zaïroise ou pas. Enfin, RDC, excusez-moi. Et tout cela fait que aujourd'hui, il y a quand même matière à réflexion. Mais en plus, quand le peuple veut, même si c'est un vieux, même si Tshisekedi est vieux, mais dès lors où le peuple le réclame, dès lors où le peuple veut le changement, je pense qu'il faut quand même respecter la volonté du peuple. Voilà le dilemme, il est à ce niveau-là. Bon, là, je ne rentre pas dans tout ce qui est contrat, machin, tout ça, parce que, bon, ça, c'est vrai que ce sont des aspects qui sont toujours délicats à aborder. Mais je dis, s'il faut quand même être logique, aujourd'hui, il faut respecter le choix du peuple de la RDC. Voilà tout le problème. Parce que le but pour nous, c'est de susciter l'alternance, quelque part. Et le fait aujourd'hui que le peuple de la RDC se soit levé, pour nous, c'est un signe fort parce que ça va stimuler les autres peuples à suivre le mouvement, vous voyez. Par exemple, moi qui vous parle, bon, dans le cas du Congo-Brazzaville, nous avons un problème avec M. Sassou Nguesso qui est là depuis, aujourd'hui, ça va faire bientôt 30 ans. On n'arrive pas à impulser un changement au Congo. Mais vous imaginez bien que si aujourd'hui en RDC, il se passe que M. Kabila, qui a déjà fait deux mandats, qui a déjà fait 10 ans, c'est-à-dire si on compte ses 5 premières années avant qu'il n'ait organisé les premières élections, ça lui fait déjà 10 ans. Si on ajoute à cela les années que son papa, M. Désiré Kabila, avait faites au pouvoir, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on a critiqué Mobutu pour rien du tout. Parce que hier, c'était le nom Mobutu. Mais depuis la mort de Mobutu jusqu'à ce jour, il n'y a que Kabila. Moi, je ne pense pas que ça soit le schéma que les jeunes Africains voudraient bien pérenniser dans ce monde nouveau que nous voulons pour l'Afrique. Donc, je pense qu'il faut des changements. Et même si la personne a un certain âge, dès lors où la constitution de la RDC n'exclut pas des personnes en fonction de leur âge, comme c'est le cas dans mon pays, parce que chez nous, au Congo, il y a une limite d'âge qui est fixée à 70 ans. Bon, il y a la limite de mandat aussi qui est fixée à 2 mandats maximum. Même si on sait aujourd'hui qu'il y a des velléités du côté de M. Sassou de vouloir modifier la constitution. Et d'ailleurs, nous nous battons pour que cela ne se produise pas. Et nous avons besoin justement de l'impulsion qui sera donnée en RDC pour que, au Congo-Brazzaville, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par mimétisme, au moins les gens prennent courage et se lèvent. Et je vais même aller plus loin. Vous savez, le Congo, qui est mon pays, s'inspire du modèle soviétique, depuis toujours d'ailleurs. Avant la conférence nationale, nous étions communistes. Ensuite, il y a eu le mouvement qui a pris corps en Russie à l'époque, enfin en Union soviétique à l'époque, qu'on appelait la perestroïka, qui a balayé toutes les dictatures communistes en Afrique, notamment je dirais le Bénin, le Congo-Brazzaville et autres.
Et aujourd'hui, bon, il y a une forme de démocratie voilée, ou je dirais tronquée, qui est mise en place en URSS, l'actuelle Union soviétique, plutôt l'actuelle Russie, avec M. Poutine. Et le Congo-Brazzaville a exactement le même modèle. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, même le peuple russe prend tout son courage pour se lever, pour dire, ça suffit, cette mascarade de dire Poutine, pas Poutine, le petit de Poutine ou pas petit de Poutine, vous voyez. Donc c'était un mouvement qui est général. Et je pense que la France, les États-Unis et tous les grands pays comprendront avec le temps que il n'est plus, je veux dire, l'air n'est plus, nous ne sommes plus à cette époque où il fallait soutenir des gens parce qu'il y avait des intérêts français ou américains à préserver à tout prix. Aujourd'hui, il faut faire absolument la volonté des peuples. Voilà, voilà un peu pour résumer ce que je pourrais dire à ce sujet. Et comment vous tracez l'avenir du Congo-Brazzaville, comme vous avez dit Congo-Brazzaville, sans Sassou Nguesso? Ah, mais ça c'est une question, je dirais, très très pertinente. Non, mais écoutez, le Congo a commencé avant que M. Sassou Nguesso ne naisse. Ce n'est pas lui qui commence le Congo. Donc vous imaginez bien que si le Congo devait s'arrêter avec M. Sassou Nguesso, il y aurait un problème. Le Congo a toujours existé et le Congo existera après M. Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, Sassou aujourd'hui veut se passer justement pour l'incontournable. On a l'impression que sans lui, il n'y a pas de Congo, alors que lui, il tire le Congo vers le bas. Nous pensons le Congo, évidemment, de la presse Sassou, nous le souhaitons, même de tous nos voeux pour que ça arrive au plus vite. Et nous, notre chemin est simple, c'est que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, étant donné la pagaille que M. Sassou Nguesso a occasionné dans notre pays depuis 30 ans, comme je vous l'ai dit, il est nécessaire que les Congolais s'asseyent autour donc de la table, faire un débat de famille, pour penser le Congo de demain. Et nous appelons ça, nous, une concertation nationale, ou un dialogue national, peu importe l'expression que vous voulez. Alors, l'objectif pour nous, c'est de se dire, pour essayer de mettre de l'ordre dans ce Congo qui a tourné au ralenti, qui a tourné dans, je dirais, dans des équilibres totalement instables, il faut restaurer l'équilibre stable au Congo. C'est-à-dire, penser le Congo, tous ensemble, assis du nord au sud, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud. Nous nous asseyons et on se dit, bon voilà, nous sommes le même peuple, nous sommes les fils des mêmes pays, notre pays ne va pas bien depuis 30 ans, depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et ensemble, on décide, on se dit, bon voilà, on se donne, disons, une échéance de 5 ans. On se dit, bon, on se donne une transition de 5 ans, et à l'issue donc de cette concertation, on va mettre en place un gouvernement d'union nationale qui fera en sorte qu'on puisse décider des grandes lignes du programme à mettre en place sur ces 5 ans. Et en ce moment-là, le gouvernement qui sera nommé va mettre à exécution cette feuille de route qui sera arrêtée ensemble, de façon consensuelle, et de façon aussi à faire en sorte que les rancœurs, les haines, tout ça disparaisse en 5 ans. Voilà, voilà un peu le schéma, un peu de façon assez rapide, comment nous pensons le Congo après Sassou Nguesso. D'accord, donc nous avons suivi. Quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous suivent, voilà, qui vous suivent actuellement? Voilà, ben le mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous suivent? Le mot, il va être simple et court, c'est de dire déjà, il faut continuer dans ce que vous faites, parce que c'est très important, notamment à l'heure actuelle, on a besoin des médias, on a besoin de la visibilité, parce que tout le monde peut être filmé et mis sur la place du monde pour informer. Bon, ensuite, pour le peuple de la RDC, ben, écoutez, moi je ne peux que dire, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas non plus penser que les choses sont faites, que les cartes sont redistribuées, je ne crois pas. Aujourd'hui, il faut continuer la lutte jusqu'à ce que la communauté internationale finisse par accepter la victoire du peuple de la RDC. Voilà. Et tous, en tant qu'Africains, nous sommes derrière vous. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, merci. Bienvenue, ma vie, mon nom. C'est moi qui vous remercie.